nous allons passer maintenant au premier échange donc, de cette première table ronde. Et j'invite à me rejoindre ici sur scène Marie Trélucan, président d'Unicité, Sandrine Verstravel, directrice du PIMS Artois Goël. Et je rappelle Michel Derdevé, secrétaire général et membre du comité exécutif d'Enedis. Alors Marie, je vous invite à vous mettre ici, Michel ici, Sandrine par ici, et hop, non, voilà, vous pouvez vous mettre ici. Moi, je me décale un petit peu pour vous voir aussi, puis que vous me voyez, pour éviter que vous tordiez le cou. Alors, merci à tous les trois d'être ici. On va commencer avec Marie Trélucan. Donc, vous êtes... voilà, le micro, il y a peut-être un petit bouton. Alors, voilà. C'est formidable, j'ai le Voilà. secrétaire général Impeccable. Voilà, il y a un technicien impeccable à côté. On le remercie. Alors, Marie Trélucan, vous êtes présidente et fondatrice d'Unicité. C'est une association qui a inspiré le service civique des jeunes. Historiquement, vous intervenez plutôt dans le milieu urbain et dans des quartiers dits défavorisés. Vous permettez à des jeunes de 16 à 25 ans d'exercer une mission d'intérêt général. Vous êtes présent depuis 25 ans, je crois que c'est ça, hein, en milieu urbain. Alors justement, avec ce regard et cette expertise, quelles sont, selon vous, les attentes des habitants en matière de services publics dans ces régions? Excusez-moi, mais mon voisin me perturbe. Oui, je vais vous discuter entre vous. Bon. Président depuis 25 ans, tu les fais pas. Je suis pas présidente depuis 25 ans. En fait, j'ai fondé Unicité il y a 25 ans. J'ai pas été présidente toute ma vie. Excusez-moi. Non, ça va aller. Ça sera le moyen de ne pas répondre à la question que je n'ai pas complètement bien entendue. En plus. Bon, non, pardon. Non, je suis là avec vous. On avait un petit événement avec la ministre et des jeunes juste au-dessus. Du coup, excusez-moi, il faut que je me plonge dans votre événement. Je vous remercie beaucoup de m'accueillir d'ailleurs. Par ailleurs, donc, j'ai vu un petit logo dans la vidéo, ça m'a mis dans le bain. Il y avait un petit cœur. Pour ceux dans les PIMS qui connaissent le service civique, le petit cœur, c'est le logo du service civique. Vous avez peut-être ça dans tous vos PIMS, je ne sais pas. Donc Unicité, oui, a servi d'inspiration, de modèle au lancement du dispositif service civique. Et avec les PIMS, il y a un vrai sujet puisque la question, pour ceux qui ne connaissent pas, le service civique permet aux jeunes de consacrer 6 à 12 mois de leur vie en n'étant pas salariés, en étant volontaires mais indemnisés à des missions d'intérêt général. Toute la question par rapport à vos métiers, c'est de trouver la bonne place de ces jeunes-là par rapport aux professionnels. Et c'est vraiment le gros sujet dans beaucoup de secteurs, mais par rapport à vos sujets, je pense que c'est là où ça m'intéresse beaucoup d'être là, aussi pour vous écouter et qu'on arrive à affiner. Moi, ma conviction, c'est que cette étape de vie qui n'est pas un travail, qui est vraiment une étape où des jeunes disent « je veux être utile à la société », mais c'est quand même un statut dérogatoire du droit du travail, donc il faut arriver à trouver les missions qui seront utiles pour vous, utiles pour les acteurs, utiles pour renforcer l'accès aux services publics, pour accompagner, mais que ça vienne pas marcher sur les métiers des professionnels, et c'est toute la question. Donc c'est vrai que je suis pas la plus éclairée pour répondre spécifiquement à la question de quel besoin, de quel service public ont besoin les gens dans les quartiers. En échangeant en amont, moi, les 25 ans, ça a permis quand même d'accompagner beaucoup de jeunes. Donc c'est vrai que on doit avoir 20% de nos jeunes qui résident dans les quartiers prioritaires et 80% des missions que nous confions, nous, aux jeunes d'Unicité, on doit en avoir 8000 par an, donc ça fait quand même un peu de masse, sur 74 départements. Donc on couvre pas toute la France, mais quand même un bon nombre de territoires. C'est vrai que je vois, mais comme vous avez vu, une évolution hyper importante en négatif de la présence des services publics et de la présence même du secteur associatif dans les quartiers. C'est pour moi une catastrophe de voir à quel point il y a dans certains quartiers juste plus rien du tout. Et il y a un vrai enjeu de refaire vivre la République, c'est des grands mots, mais d'être tous là et de pas avoir des quartiers qui sont de plus en plus en relégation. Et ma conviction, c'est que des jeunes peuvent faire ce lien-là parce que même pour certains viennent de ces quartiers, qu'ils ont un enjeu de sortir, mais aussi de rendre service. Donc, il faut réfléchir à la place de ces jeunes-là là-dedans.
mais c'est évidemment pas eux la clé de voûte. La clé de voûte, c'est vous, c'est le secteur associatif, c'est l'engagement des bailleurs, c'est de trouver la bonne intelligence de l'intervention des différents acteurs. Donc moi, ma conviction, c'est qu'il n'y a plus dans certains quartiers de services publics du tout, et que c'est là, votre rôle est hyper essentiel. Nous, notre petite contribution, c'est de voir quelle peut être la place des jeunes là-dedans, et vous en avez déjà sans nous, puisque certains PIMS doivent accueillir des jeunes, je suppose, dans le cadre du service civique. Donc à ce titre-là, mais c'est vraiment une intelligence collective assez affûtée qu'il faut avoir, parce que c'est assez dramatique, moi je trouve, ce qui se passe dans les quartiers prioritaires, comme on dit, en tout cas urbains, mais le rural est assez similaire. On intervient aussi en rural. Finalement, les profils, par exemple, des jeunes que nous mobilisons, qui viennent des quartiers prioritaires urbains et ruraux, sont assez similaires. Les jeunes qui sont restés en milieu rural, souvent, ils ont, pour ça, je ne veux pas faire de généralité, mais ont décroché tôt de l'école, ont des problèmes, certains d'addiction. Enfin, je retrouve les mêmes sujets, en fait, dans le profil des jeunes. Et dans les besoins, c'est des territoires de relégation aussi. D'une autre manière, il y a la question de la mobilité, de l'isolement géographique, qu'il y a peut-être moins, et encore, dans certains quartiers urbains, mais pour moi, c'est très similaire. Très bien. Merci Marie Trélucan. Sandrine Verstavel, vous êtes directrice du PIMS Artois-Goël. Enfin, alors, vous gérez 6 PIMS sur le bassin minier. Donc, il y en a 5 urbains, il y en a un itinérant. Alors, vous me le présentiez d'ailleurs comme un food truck. J'ai bien aimé l'image. Un food truck pour assurer des permanences en milieu rural. J'ai bien aimé l'image. Alors, est-ce que les besoins, alors, on va encore, enfin, moi je vais me faire taper sur les doigts, hein, peut-être, mais alors, les besoins en milieu rural et urbain sont-ils les mêmes? Et est-ce que les réponses aussi peuvent être les mêmes? Bonjour à tous. Je voulais d'abord remercier Monsieur Vanier qui m'a fortement décomplexé ce matin, parce que je voulais commencer mon propos en me disant que j'allais me faire ruer par la salle et en me disant qu'il fallait vraiment arrêter la dichotomie que je trouve un peu simpliste entre le rural et l'urbain. Donc je suis ravie que voilà, vous l'ayez dit bien mieux que moi. Donc voilà, ça permet d'introduire mon sujet et voilà, de se dire qu'il y a d'autres aspects à prendre en compte, d'autres critères beaucoup plus importants que ça, notamment la culture du territoire, l'économie, l'accès aux soins. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets qui permettent de connaître son territoire et je pense que les pouvoirs publics ne se trompent pas. Je pense au CGET notamment et à la DITP, la délégation interministérielle de la transformation publique, qui se sont associés aux PIMS pour lancer des expérimentations justement parce qu'on a une connaissance de notre territoire qui est accrue, qu'on a fait un diagnostic des besoins et des attentes de la population et que dans ce cadre-là, on peut répondre véritablement à des problématiques de territoire et ne pas plaquer. Arrêtons de plaquer des schémas, arrêtons de plaquer systématiquement les mêmes concepts ou les mêmes idées sur un territoire. L'idée, c'est vraiment de s'adapter, et je pense que ça, c'est une force du concept PIMS, de s'adapter à son territoire, de créer et de répondre de créer des services et un panel de services qui répondent aux besoins du territoire. Et je pense que c'est là qu'on est véritablement au cœur des problématiques et dans l'opérationnalité, et non pas en opposant un peu simplement. Alors, je suis désolée, je l'avais dit que je vous le dirai, mais l'aspect vraiment uniquement rural et urbain. À titre de comparaison, je ne crois pas qu'on puisse comparer voilà, la population rurale du PIMS de Chauffaille avec celle du PIMS de l'Artois, par exemple, ou un QPV de Béthune avec un QPV de Marseille, par exemple. Pourquoi pas? Parce que c'est pas du tout les mêmes réalités. Mais vous m'écoutez pas, en fait. Si, c'est ça, vous avez les exemples. Mais non. Mais si, j'écoute. C'est ça. Non, mais attends. Je vais avoir en fait des exemples avec des chiffres clés, parce qu'on en avait parlé en la préparation. Vous aviez des chiffres clés en fait qui montraient que voilà, notamment au niveau du taux de chômage. Oui. Enfin, il y a certains indicateurs qui montrent concrètement qu'il y a ces différences. Oui, en fait, ouais, très clairement. C'était une taquinerie, bien évidemment, mais oui, très clairement, on a un taux de chômage qui est très important sur le Béthunois. Par exemple, la population de 18-30 ans dans le Béthunois est à 45% est au chômage. Je suis pas sûr qu'on retrouve ça forcément dans un QPV plus connu, par exemple, ou en tout cas plus en termes d'image et d'audiovisuel et de TF1 pour ne pas le citer. Voilà, je pense que c'est pas forcément à Béthune qu'on va aller là, et pourtant voilà, le taux d'accès aux soins il est à 170% inférieur au taux d'accès national. C'est des réalités qu'il faut prendre en compte. C'est là qu'on attend les PIMS, selon moi. C'est là qu'on est vraiment en capacité de répondre, de créer une offre de service qui puisse vraiment pallier à ce manque et en tout cas pouvoir répondre à des problématiques et à des besoins. Je pense que c'est vraiment ça qui peut faire la différence et qui peut répondre à une question de cohésion de territoire.
Merci Sandrine. Alors peut-être juste en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous parler de ces 2 expérimentations que vous menez actuellement? Très, très rapidement. Oui, donc la délégation interministérielle de la transformation publique a retenu 3 territoires, un dans le Perche, un sur le Béthunois avec le PIMS de Béthune et un à Lyon avec le PIMS de Lyon. L'idée étant de réfléchir à un service public plus, à une nouvelle façon d'offrir des services publics et de réfléchir ensemble. Ça veut dire qu'on a travaillé avec des organismes comme la préfecture, la CAF, la CAF, la CPAM ou encore Pôle emploi. Et l'idée, c'était d'avoir des agents qui partagent le même diagnostic, qui partagent la même façon d'accueillir le public et qui réfléchissent ensemble aux procédures à mettre en place de façon à apporter justement de la cohésion sur le territoire, à avoir le même discours, à avoir les mêmes formations et la même réflexion sur l'accueil du public. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça s'est fait via le prisme de l'usager, avec le parcours vraiment de l'usager, en respectant son parcours et ses choix, et à partir de là, en essayant d'appliquer véritablement les mêmes procédures, d'avoir le même discours. Donc, on a essayé de travailler sur voilà, un lexique commun, sur des échanges de pratiques, histoire véritablement d'apporter de la cohésion et puis de réfléchir ensemble à améliorer probablement le maillage territorial et nos relations partenariales. Merci Sandrine. Je me tourne vers Michel Derdevé. Quel est votre regard? Comment vous réagissez à cette question des enjeux de cohésion de territoire et puis à cette opposition ruralité-urbanité Sur la dernière partie, je crois que dans l'introduction, j'en ai un petit peu parlé, donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais je reviendrai sur un mot que Martin a employé, qui était le mot réseau. Mm. Nous sommes un réseau. Les PIMS, c'est un réseau. Mais il y a aussi la grande chance d'avoir dans les partenaires industriels des PIMS des entreprises qui sont des entreprises de réseau. Et donc, qui peuvent mettre à disposition de la médiation sociale, numérique, tout ce qui est l'atout d'avoir des salariés dans les territoires, qui parfois sont des salariés qui, pour la plupart aussi, quand on emploie le mot service public ou intérêt général, ça résonne à leur oreille. Donc le grand intérêt qu'il y a, c'est que si on fait foisonner ce réseau des entreprises partenaires, des acteurs engagés industriels, avec la richesse associative, la richesse locale que Sandrine évoquait à l'instant, on a quelque chose qui trouve du sens. Ça veut dire que le modèle de ma fenêtre PIMS inventé il y a 25 ans, il est d'une formidable actualité. On prend l'exemple d'Enedis. Nous, on a un boulot qui est un boulot au quotidien, qui est d'assurer en cas d'incident sur le réseau, quand il y a un petit peu de grêle à Toulouse un mardi soir, ou mercredi soir, le fait que le lendemain, tout soit, voilà, cette résilience, c'est une résilience de proximité. Les bases opérationnelles d'Enedis, elles sont sur le terrain. Et donc, c'est pas demain la veille qu'on va partir n'importe comment des territoires. Et donc, à partir de là, comment ne pas faire que des agents engagés dans ces activités opérationnelles pour un réseau résilient et qui par ailleurs sont des citoyens avec quelques convictions dans leur espace privé, on puisse travailler sur la dimension RSE, sur la dimension sociétale. Et donc c'est tout ça qui, encore aujourd'hui, est quelque chose d'une pleine actualité. Dans cette maison, on a lancé alors on a d'abord travaillé avec Marie, tout honneur à Unicité. Il y a 3-4 ans, on a lancé donc tout un programme avec Unicité autour des volontaires pour la transition énergétique. L'idée c'est quoi? C'est qu'au moment où les services civiques sont initiés, on a une responsabilité d'entreprise pour faire que on accueille des jeunes en service civique au sein d'Enedis, ou en plus, comme par hasard, on a un programme industriel de 5 milliards d'euros qui s'appelle le programme Linky. On voit bien que le programme Linky, c'est pas qu'un programme qui se décline sous les acclamations. Hein, c'est parfois un programme qui suppose de la pédagogie de proximité. Et l'idée qu'à un moment donné, autour de ce grand chantier industriel, il puisse y avoir une démarche d'insertion, de médiation. Voilà, donc c'est très amusant d'ailleurs la concordance de temps, puisqu'aujourd'hui on est dans un échange entre Marie et des jeunes autour de ce point-là, et on célèbre ici le moment, l'Assemblée Générale annuelle de points d'information. Et je disais, hein, je ne sais plus si à Olivier ou à Marie, mais que finalement les sujets se retrouvent entre 66 implantations de maisons dans les unions, enfin des associations locales de PIMS, et puis des jeunes qui partent au contact, tout ça, c'est des mouvements qui se croisent. Hein. C'est l'idée qu'à un moment donné, il y a besoin ou d'accueillir des gens qui sont en attente d'informations, de médiation, ou alors que la médiation, elle se déplace, elle est mobile, elle va au contact des gens. Et donc voilà, c'est un peu tout ce foisonnement, mais vraiment, encore une fois, le fonctionnement des réseaux ou des entreprises en réseau est stratégique comme un appui au réseau que font les PIMS. Voilà, c'est un peu comme ce point sur lequel je voulais
Si, pour revenir peut-être sur un élément que Martin évoquait, sur lequel je me retrouve, c'est la complexité des territoires. Le sujet Linky ne fonctionne pas de la même manière quels que soient les territoires. Et ce serait trop facile de dire que c'est dans les métropoles que ça fonctionne très bien. C'est très complexe selon les quartiers, selon la façon dont on s'y prend, avec beaucoup d'humilité, voilà. Mais on est sur un terreau qui est un terreau vivant de compréhension pour l'entreprise. Dernier point que j'évoquerai, qui a été évoqué ici, puisqu'on avait fait une conférence dédiée, c'est tout ce qui renvoie à la compréhension, à l'aspect, Olivier Grambert me le soufflait à l'oreille tout à l'heure, à l'aspect éducation, à la façon dont les gens aujourd'hui comprennent les grandes mutations, les grandes transformations de la société. Quand on regarde ce que la Fondation Jean Jaurès nous a publié comme document ces derniers mois, par exemple sur les vaccinations, ou sur les peurs de la société, on se rend compte qu'un citoyen français de 2019, il a peut-être pas le même background, le système éducatif n'a peut-être pas été dans certains sujets, physique, chimie, compréhension du fonctionnement des grands systèmes, aussi performant peut-être qu'il y a 25, 30, 40 ans. C'est pas pour jeter une pierre côté milieu éducatif, mais simplement le constat, c'est que le développement de certains nombres d'inquiétudes ou de peurs peut-être, en tout cas c'est l'hypothèse que la Fondation Jean Jaurès met sur la table, être lié au fait que voilà, on n'a pas du tout accompagné, voilà. Et donc ça c'est pas génial parce que ça veut dire que les générations de demain peuvent développer de plus en plus d'inquiétudes, de peurs qu'on retrouvera au contact dans les différents points et qui devront être testés comme un entrant extrêmement lourd. Donc la question est posée, j'ai pas du tout le début de commencement de réponse, mais c'est pas un élément de simplification, en tout cas du travail que les PIF devront faire dans les années qui viennent. Merci, Michel Derdevé. Je vois Marie Trulucan qui voulait ajouter quelque chose. C'est-à-dire que comme Michel Derdevé a parlé du programme des volontaires de la transition énergétique, je voudrais juste quand même préciser que donc c'est environ 200-300 jeunes par an qui sont mobilisés sur un certain nombre de territoires pour aller vers les populations, essentiellement faire des animations collectives, même s'ils font un peu d'accompagnement à domicile aussi, mais pour sensibiliser à l'ensemble des éco-gestes. On les a entendus ce matin, ils interviennent dans les écoles. Donc je fais référence à mon propos sur la complémentarité. Ils font pas du tout ce que font les médiateurs sociaux des PIMS, de ce que je peux connaître, en tout cas, c'est vraiment en complémentarité. Et la question, c'est comment on fait tâche d'huile, c'est-à-dire comment une structure socle, PIMS par exemple, en s'adossant, en s'appuyant aussi sur ces jeunes-là, peut faire tâche d'huile et toucher peut-être plus de monde, toucher différemment, en allant vers des publics peut-être qui viennent pas ou vers lesquels vous n'allez pas spontanément. Donc ces volontaires-là, ils vont dans les écoles, ils vont faire des animations en bas d'immeubles, même si effectivement il y a un peu de porte-à-porte, mais qui est pas juste sur l'usage de Linky, qui est aussi comment voilà, exactement. Donc c'est juste pour clarifier sur ce point, ça me paraît important par rapport aux PIMS, et que dans la phase future, tout l'intérêt c'est encore de préciser ce qu'ils feront et comment on peut être complémentaire encore plus avec vous pour travailler en bonne intelligence. Merci beaucoup à tous les trois. On peut vous applaudir. Merci.